Elhaj Aboubacar Donsoko. Bonjour. Bonjour, Samba. Avant peut-être de vous poser la question, ou vous allez me permettre, peut-être je vais vous tutoyer, comme ça, pour enlever la solennité, Pas de souci. pour que les jeunes qui sont là comprennent mieux comment vous êtes parvenus aujourd'hui à ce niveau. Mais déjà en voyant ce beau monde, ce public, ces personnalités qui ont effectué le déplacement, les frères, les sœurs, la famille, les amis, les collègues, pour vous ce soir. Beaucoup de plaisir de retrouver des personnes il y a longtemps que je n'avais pas vues et que je retrouve aujourd'hui, sûrement qui ont vu sur la toile l'invitation et qui sont là. Je suis très heureux de retrouver ma famille, de retrouver mes collaborateurs, mes partenaires. C'est ce qui fait la beauté de la vie, c'est d'avoir tout ce beau monde dans les grands événements. C'est important. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Acclamer pour vous-même. Il y a quelqu'un qui a dit que l'amitié, la famille et tout autre, c'est comme un fil d'or qui ne se brise jamais. Qui vit sans amis existe sans témoin. Et que vous soyez amis, famille, collègues, vous êtes tous les amis de M. Donsoko ce soir. Acclamez encore une fois de plus pour vous. Merci beaucoup. Alors, vous allez me permettre, je vais poser ça. Super. Monsieur Donsoko, Oui. qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire? Pourquoi? Pourquoi avez-vous choisi le chemin de l'écriture? Depuis fort longtemps, c'est pour moi la meilleure manière de garder quelque chose qui resterait intemporel. Et j'ai beaucoup apprécié la poésie du temps où je faisais la quatrième, donc neuvième année en Guinée. Et j'aimais beaucoup griffonner les mots qui me venaient. C'est un rouleau compresseur de mots qui venait et j'aimais bien vraiment mettre ça sur le papier et ça sonnait très bien à Ça rimait l'oreille. bien, ouais. Donc, par contre, le livre, c'est sur un autre registre. Mais sinon, je suis un bon poète aussi. Bravo. Bien, merci. J'étais assis chez moi, tout comme vous avez rappelé tout à l'heure que la plupart de ceux qui sont là ont peut-être vu l'information sur les réseaux sociaux. J'étais aussi assis chez moi, j'ai vu la première affiche, dédicace du livre à l'école de mon père. Le titre accroche, le titre interpelle. Le titre, tout à l'heure, dès que vous lisez, vous avez tout de suite envie de lire le contenu. Est-ce que votre père vous a autant influencé pour, pour vous dire qu'il faut que j'écrive? Bah oui, je me rappelle un jour, j'étais revenu de vacances. J'étais couché tout seul dans ma chambre et je réfléchissais. Je me suis dit, je pense pas que j'ai eu une vie comme la plupart de mes camarades et qu'il faut que je raconte ça pour que les gens comprennent combien de fois de petits gestes, de petites actions au sein de la famille peuvent influencer la vie d'un homme. Et donc, avec le papa, c'est ça. Donc, j'ai fait une rétrospective de, de tous les éléments de mon enfance, commençant par ma mère qui a beaucoup influencé. Malheureusement, elle va se plaindre. J'ai dit à l'école de mon père, j'ai pas dit à l'école de ma mère, mais qui a beaucoup influencé ma vie en me disant que mon père était toujours le meilleur à l'école, que c'était un bon, que même qu'on lui donnait le diplôme aux États-Unis, etc. Vous savez, c'est des choses qui forgent l'esprit d'un jeune garçon. Il se dit, je vais dépasser mon père. S'il a été bon à l'école, je serai toujours bon à l'école. Et c'est comme ça que ça a façonné ça, c'est 6, 7 ans. Après, au fil du temps, on avance.
On découvre des éléments de la vie. Ça devient plus dur, hein. Parfois, à 6 ans, on se dit, oh, je vais être le meilleur, je vais le dépasser, mais au fur et à mesure qu'on avance, ça se durcit. Mais j'étais couché ce jour-là, je pense que j'avais 13 ans à l'époque, et je me suis dit que déjà, en 13 années, beaucoup de choses se sont passées. Il faut qu'un jour, je puisse écrire. Et c'est ce qui se réalise en 2025. Et je pense que ça fait plus de 20 ans. Bien. On dit tel père, tel fils. Mais maman, bravo aussi, hein. Derrière la réussite de tout enfant, on sait le sacrifice que les mères portent en silence pour que l'enfant réussisse dans la vie. Bravo à vous aussi. Monsieur Donsoko, ce soir, mon objectif n'est pas d'aller en profondeur, c'est-à-dire à la connaissance du livre. Celui qui veut connaître le fond du livre, il faut acheter. Hein, voilà. Mais je veux que vous nous racontiez une anecdote peut-être. Il y en a peut-être beaucoup, mais une seule qui vous a marqué avec votre père. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, Pourquoi j'ai pris du temps? Il y en j'imagine. a plusieurs, mais je pense, pour éviter de raconter celle qui se trouve dans le livre, Évidemment. je vais aller avec une autre. Un jour, bah alors, il l'a même dit aujourd'hui à Monsieur Sama tout à l'heure, à mes 18 ans, mes premiers cours d'école de conduite. C'était pas à l'autre école, hein, c'était avec le papa. Et là, vous savez que parfois, une gifle peut sortir quand vous ne vous comportez pas bien. Donc, effectivement, on se posait des questions, il pleuvait, comme aujourd'hui, et il m'a dit, je l'ai dit comme ça, je l'ai lancé, ah, moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, non, 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 non. Travailler pour les gens, c'est fatigant, ils vont te donner des ordres, ils vont ceci, ils vont faire cela. Je pense que moi, je suis fait pour être mon propre patron au sein de l'entrepreneuriat. Après, il me dit, d'accord, mais avec quel argent? Je ne peux pas lui dire que c'est avec son argent. C'est très mal vu. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je ne trouvais pas de mots. Après, il me dit, mon fils, il faut que tu apprennes à suivre avant de diriger. Et c'est pourquoi, dans le livre, je dis, il faut comprendre avant d'entreprendre. Suivre d'abord, ensuite tu pourras diriger. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'apprends. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort. Et du coup, en écrivant ce livre, qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos lecteurs? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Vous savez, au-delà du récit du vécu avec mon père, c'est d'inviter d'abord les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et savoir que l'école ne façonne pas tout, que parfois c'est dans nos propres maisons, avec nos enfants. L'exemple qu'on leur montre, c'est ce qui façonne leur avenir. Vous voulez que votre enfant vous ressemble, il faudra lui montrer la voie déjà à la maison et ne pas compter seulement sur l'école pour lui apprendre les choses de la vie. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va l'influencer. C'est des livres qui vont l'influencer. Alors que vous, vous avez un récit à lui raconter. Ça, c'est pour les parents. Mais au-delà, pour les jeunes, c'est de leur dire que l'entrepreneuriat aussi, ça marche. Ça a façonné mon esprit, mes sœurs et frères ici présents. Et je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un, d'un mentor pour nous lancer. C'est vrai que beaucoup vendent l'illusion qu'on peut entreprendre avec 0 franc. Bon, je n'ai pas eu cette chance. Je pense que c'est de l'utopie. Bien sûr, on a un savoir, on a quelque chose, mais on a toujours besoin de quelqu'un qui va nous frayer le chemin et nous montrer la voie.
Et c'est ça aussi que j'ai envie de montrer à l'école de mon père. Moi, j'ai eu cette chance à travers un père qui est impliqué dans ma vie et qui a su vraiment façonner, c'est-à-dire préparer un lit. Il ne dit pas tout, mais il prépare le lit sur lequel j'ai pu m'arrêter et regarder le monde. Je rappelle que nous sommes à la fois à la présentation du livre, mais aussi à la masterclass. Donc, vous allez un peu le comprendre que nous allons aller un peu sur les éléments de l'entrepreneuriat en revenant un peu aussi à sa volonté d'écrire et à laisser à la postérité un peu ce qu'il a voulu transmettre. Quand vous avez eu un père qui a entrepris, qui a réussi, qui s'est fait un nom, nous connaissons tous peut-être la famille Dansoko en Guinée. Euh, vous venez et vous vous dites, je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je veux être mon propre patron. J'imagine déjà l'adrénaline, la pression, parce que vous ne voulez pas échouer, parce que papa, lui, il a réussi. Comment vous vivez ces instants, vos tout débuts? C'est très difficile, mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une loi qui existe et la loi du parricide. Alors, c'est pas au sens propre du terme, mais chaque enfant, dans un coin de sa tête, rêve de tuer son père. Papa, vous avez entendu, hein? Vous avez écrit? Vous n'avez pas écrit, papa. Papa n'a pas écrit, c'est ça? Papa n'a pas écrit pour l'instant. Donc, ça fait 1-0 d'abord. Ah, allez-y. Donc, il y a cette loi. Donc, on se dit, bon, d'accord, papa, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, mais moi, je voudrais aller au-delà. Et qu'est-ce que je dois faire pour réellement dépasser, en fait, ce que le papa a fait? Et donc, je me suis dit, c'est pourquoi, contrairement à lui, il aime sa vision de l'entrepreneuriat, c'est de rester carrément sur les éléments qu'il maîtrise. Et nous, quand je dis nous, ma sœur particulièrement, Madina et moi, nous aimons tâter d'autres terrains. Et c'est vrai que je ne vous cache pas, il y a des différences, des divergences d'idées. Et il nous comprend. C'est ça aussi un mentor. Il voit que nous apprécions certaines choses. Au départ, il regarde notre pouvoir de persuasion. Mais au final, quand il pense que c'est quelque chose qui peut marcher, puisque nous aimons tout ce que vous aimez, il y a de fortes chances que Ouais. vous réussissez. Finalement, il nous accompagne par des bénédictions pour pouvoir y aller. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'aisé, mais je pense que c'est vers là que je suis allé. On dit que à cœur vaillant, tout est possible. Euh, j'ai eu affaire à un entrepreneur à un moment donné. Il gère encore une entreprise avec son fils. Le père est de l'ancienne école. Le fils, revenant donc de l'extérieur, se dit qu'il a beaucoup plus, peut-être une certaine ouverture aujourd'hui du monde des affaires que son père. J'ai assisté un jour à une discussion entre eux sur une affaire. Le père, lui, il disait de passer par l'action sociale pour imposer l'affaire, donc pour entreprendre dans l'activité. Et le fils, lui, voyait que c'était du gaspillage. Aller directement business, business. Est-ce qu'il vous arrive des moments, je sais que papa, peut-être aujourd'hui, voit que le fils a vraiment atteint la vitesse de croisière et qu'il a la possibilité de voler de ses propres ailes. Mais est-ce qu'il vous est arrivé ces moments de discorde entre papa et toi où tu te dis, je pense que ça c'est mieux, papa te dit, attention, je pense que ça c'est ça. Ça arrive tout le temps. Mais je pense que euh, à nos débuts, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Et je cite Amadou Ampateba qui dit qu'un vieux assis voit plus loin qu'un enfant debout. Et effectivement, je suis passé par des erreurs. Et nul n'a été un père
aimant. Euh, je vous donne juste une histoire. J'ai eu vraiment une déculottée, je dirais. J'ai eu confiance en une personne qui m'a, je dirais, détourné de l'argent. Une somme extrêmement importante. Mais là où le mentor est important, c'est dans ces moments. D'habitude, en temps normal, c'est un père qui est très dur. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, mon fils, je me suis fait aussi voler. Et c'est les expériences de la vie. Là, tu viens d'apprendre. Plus jamais quelqu'un ne te détournera. Là où je m'attendais à ce qu'il crie, qu'il sanctionne, qu'il... Mais vraiment, il m'a dit, et ça m'a profondément touché parce que j'ai fait ce jour-là 2 fois des allers-retours sur Kidia avec une mauvaise route, pas cette route que vous connaissez. Mais j'ai fait 2 fois des allers-retours à Kinya, comprendre comment je me suis fait tromper. Mais ce jour, par ses mots seulement, il a su me calmer en me disant que c'est sûr que c'est les expériences de la vie. Là, en fait, j'ai payé ce montant pour avoir de l'expérience. Donc, dans notre expérience entrepreneuriale, nous allons perdre beaucoup d'argent, mais c'est le prix de l'expérience que nous avons payé. C'est comme si vous allez payer une formation de 10 000 euros ou de 20 000 euros quelque part. Si vous perdez 10 000 euros ou 20 000 euros par du vol, sachez que le mindset que vous devez avoir, c'est que vous avez pris 20 000 euros et que vous avez acheté une formation. Et là, qui est direct. On n'a pas eu à faire 10 mois de cours. C'est direct, c'est cash. Vous avez appris l'expérience et plus jamais personne ne vous trompera comme ça. On dit que l'expérience est la somme des erreurs commises, mais aussi corrigées. Il ne faut pas seulement commettre les erreurs, mais il faut les corriger. Euh, c'est c'est un parcours riche, très riche. Moi, j'aime souvent des histoires parce que ça nous apprend de la vie. On connaît beaucoup de figures en Guinée, beaucoup d'entrepreneurs en Guinée. Ils ont réussi dans leur domaine, beaucoup d'hommes d'État d'ailleurs. Mais fort malheureusement, ils n'ont pas eu des enfants euh, qui pouvaient prendre la relève. Ils ont eu des enfants qui, d'ailleurs, au lieu de continuer à fructifier la sueur de papa, ont fini par gaspiller. À quel moment vous vous êtes dit, c'est vrai que papa a fait son bout de chemin, mais moi, il faut que je réussisse aussi. Vous savez, je reçois beaucoup de critiques sur l'étoile. Ah, il est né avec une cœur d'or dans la bouche. Il n'a aucun mérite. De toute façon, son père, il en a. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Je dis souvent aux gens que le plus difficile, c'est de se maintenir. Ce n'est pas d'être premier de la classe. Tout le monde peut être premier de la classe. Mais le plus dur, c'est de se maintenir. Le plus dur, c'est de trouver un contexte favorable et de ne pas tomber dans la facilité. Et je me suis découvert des réponses ou des expressions au sein de ma propre entreprise quand une fois il y avait, peut-être ceux qui sont de la paix comprennent, il y avait un vieux qui s'appelait Maudo Hadji, qui était un employé de mon père qui a fait plus de 40 ans et avec nous. Et donc, j'étais en train de discuter avec lui. Il me dit, ah, toi, Boubacar, votre avenir est assuré. Avec tout ce que vous avez là, votre père, tout ce qu'il a réalisé, vraiment, vous n'avez plus à vous fatiguer. Je lui ai dit quelque chose. Et je me suis découvert ça. Je pense que j'avais 15, 16. Je pense bientôt j'allais me marier parce qu'après on a parlé de mariage. Je lui ai dit, quand je regarde les hommes politiques, la plupart d'entre eux, dès après quelques difficultés, finissent dans l'oubli. Et
Aujourd'hui, vous pouvez avoir le pouvoir, vous avez avoir de la richesse, mais si vous ne savez pas la chercher, le jour où vous avez le petit pépin, vous n'arrivez plus à vous relever. Donc je dis, c'est vrai qu'on a un père comme ça, mais du jour au lendemain, il peut perdre ce qu'il a. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Si je compte sur les avoirs de mon père, que deviendrai-je? Si mon père, il part tout de suite, que deviendrai-je? Donc je lui ai dit que ça ne veut rien dire d'avoir un père qui en a. Parce que si il y avait suffisamment dans le compte et que quelqu'un qui n'en a pas et qui arrive au stade où moi je suis, cette personne a plus de mérite que moi. Parce qu'elle est partie de rien, elle a créé quelque chose. Et moi qui ai déjà eu quelque chose, si je n'arrive pas au stade de décupler ou de quadrupler ce que j'ai trouvé, je pense que cette personne-là a plus de mérite. Mais comme vous le voyez, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Certains naissent. Et en plus, ceux qui me sanctionnent, ceux qui me critiquent, je n'ai rien donné pour mériter un père comme ça. Je suis né et j'ai trouvé. C'est la grâce. Ouais. Ce que vous veniez de transmettre tout à l'heure, ça s'appelle les valeurs. Et c'est ce qui m'amène à poser une autre question. En tant qu'entrepreneur, vous avez certainement des employés que vous gérez. Vous gérez à la fois une équipe humaine, matérielle, et puis voire même financière. Comment, dans les moments difficiles, vos valeurs vous permettent de transcender cette difficulté? Quelles sont vos valeurs et comment vous les utilisez dans le code de l'entrepreneuriat? Bon, les employés sont là, ils peuvent témoigner, mais moi, je considère l'entreprise comme une famille. Donc, mes employés et moi, je ne mets pas de barrière au point que la plupart du temps, vraiment, ça discute. C'est vrai que parfois, le fait que ce soit le patron, il y a toujours des hésitations à venir parler, mais je fais tout pour que j'entame la discussion et qu'il y ait un échange. Parce que parfois, il a envie de dire quelque chose. Mais comme c'est le patron, il hésite, il a peur de quand dira-t-on, comment il va, est-ce que ça peut faire que je sois licencié ou pas? Mais je pense que les difficultés, on les surmonte ensemble avec ma famille entrepreneuriale, mon entreprise. On essaye de discuter. Ils donnent leurs idées, je donne les miens. Ce serait une erreur en tant que leader de pensée qu'on connaît très. Et du coup, donc, c'est quoi la valeur de l'humain au sein de votre entreprise? Sans humain, il n'y a pas d'entreprise. On a beau mettre en avant l'IA, mettre en avant les robots et consorts, je pense qu'une entreprise est créée d'abord pour l'humain. Et en tant que patron aussi, ne pas s'opposer ou plutôt soutenir plutôt les employés pour qu'ils évoluent. N'acceptez jamais de travailler avec quelqu'un qui ne veut pas progresser. Votre employé, depuis qu'il est venu, il est resté planton. À un moment donné, c'est lui qui n'est pas bon, mais à la fin, c'est vous, le patron, qui n'est pas bon. Parce que vous n'avez rien fait pour qu'il évolue. Soit donnez-lui au moins la formation, soit accompagnez-le pour qu'il crée son petit business. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de M. Dansoko. Le partage de biens, euh, ça c'est le cœur qui parle mieux que les affaires. Du coup, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné d'avoir des moments de discorde, d'incompréhension avec vos employés et en ces temps-ci, en ces, à ces moments de difficulté, disons, avec les employés, comment vous gérez? Est-ce que vous les virez? Est-ce que quelle est l'approche? Virer, c'est le dernier recours.
virer, c'est le dernier recours. Mais comme je l'ai dit, en entamant le dialogue, rapidement, vous arrivez à comprendre le nœud du problème. Parfois, les gens sont difficiles à comprendre parce qu'il y a des éléments qu'ils ont à l'interne en eux qu'ils ne peuvent pas expliquer à tout le monde. Si le cadre ne s'y prête pas, ils ne peuvent pas. Par exemple, vous pouvez avoir une réunion technique, vous êtes nombreux, 10 personnes. Ce n'est pas là-bas qu'ils vont vous dire leur problème. S'ils ont un problème personnel, ce n'est pas là-bas qu'ils vont te le dire. Parce qu'ils ont leurs collègues, une question d'ego. Mais en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, vous êtes à l'écoute, vous les connaissez. Et donc, facilement, vous arrivez à comprendre s'ils ont un comportement différent à celui qu'ils ont habituellement. Et là, qu'est-ce que vous faites? Après la réunion, vous vous retirez, vous l'invitez personnellement à venir seul, et là, vous commencez à entamer le dialogue et la discussion. Super. Je veux juste rappeler que dans un moment, on va aussi passer la parole à 5 personnes. Vous pourrez donc poser des questions directement à l'auteur et il pourra donc répondre. Euh, vous n'êtes pas seul avec papa. Vous avez donc des sœurs. Je pense à Madame Bintou Dansoko, à Madame Madina Dansoko et tant d'autres. Euh, comment vous faites? Je parle même pas de foyer d'abord à vous, mais quand vous avez des sœurs, des frères, une confrérie comme ça, comment vous faites pour vous démarquer tout en sachant que il y a le sang qui vous lie, hein? Mais tu es homme. Et on dit en Afrique, quand tu es homme de la famille, on sait ce que ça fait, on sait le poids qu'il y a. Mais comment vous gérez tout ça? Ça aussi, c'est un défi, hein. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des disputes, des discussions. Surtout que chacun de nous a une éducation différente. C'est vrai qu'on a le même père, la même mère, mais le papa, je ne sais pas, il s'est décidé, il va peut-être me le dire, d'envoyer l'autre à Dakar, celle-ci de l'envoyer chez mon oncle, d'envoyer celle-ci. Voilà. Donc, il a essayé au départ, autant que possible, d'éviter lui-même d'éduquer ses enfants directement. Parce qu'il peut-être qu'il avait peur d'être trop aimant et que finalement, qu'on ne devienne que des fils à papa ou des fils à maman. Donc, il a envoyé, et nous avons parfois des éducations un peu différentes. Mais le dénominateur commun, c'est l'amour. Ça, on s'aime énormément entre nous. Et donc, même s'il y a des divergences, ce qui finit par arriver, c'est l'amour. Une fois, je donne juste une anecdote. Ma sœur Kesso et moi, on s'est disputés. Peut-être qu'elle ne se rappelle même plus. C'était vers 10, elle avait quoi? Moi, j'avais quoi? 12 ans, elle avait 18 ans. Mais à chaque fois que mon père quittait, il disait, tiens, Boubacar, les clés de la maison, tiens, les clés des voitures. Et c'était en vacances, il partait. Donc, ma sœur Kesso était là, c'est elle la grande sœur. Donc, elle dit, bon, fais ça, fais ça. Je dis, non, non, non. Papa a dit que c'était moi le garçon de la maison. Donc, tu n'as pas des ordres à me donner. Il dit, non, fais ça, donne-moi les clés de la voiture. Je dis, non, je ne donne pas. Il me les a confiées. Écoute, quoi qu'il arrive, je ne te les donne pas. C'est moi l'homme de la maison. C'est le caractère. C'est dans nos veines, nous, les hommes. Et un jour, on s'est tellement disputé en parlant et on était vraiment au maximum. À un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Parce que j'ai dit, niet, ça ne se passera pas. Et elle m'a attendri comme ça. Elle sait me manipuler, hein. Donc, dès qu'elle s'est mise à pleurer, automatiquement, je lui ai tendu les clés. Prends. Et en même temps, j'ai accompagné même des supplications de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne referai plus. Je me suis mise à pleurer moi aussi. Ouais, ouais. Donc, cela démontre qu'il y a tout le temps des divergences, mais le dénominateur commun, c'est l'amour et vraiment ce respect mutuel-là. Je suis super. Je n'ose même pas parler de Madina parce qu'elle, c'est autre chose. Bien, vous restez toujours dans le nœud, dans le creux de la famille où on sait
les contraintes d'un entrepreneur. Vous devez gérer les employés, hein, les affaires qui ne peuvent certainement, à un moment donné, ne peuvent pas fleurir. Vous gérez ça avec votre foyer, votre épouse, vos enfants. Parce que l'humeur n'est toujours pas là. Vous êtes par moment même bipolaire, il faut le dire. Oui, c'est très compliqué d'éviter d'envoyer les problèmes du travail à la maison. C'est très compliqué. Et j'avoue aussi que je me suis marié très jeune. J'avais 18 ans lorsque je me suis marié. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Moi, je suis encore célibataire, hein, Mais il y a une et je chance, n'ai plus 18 ans. Ah, allez-y. mais il y a une chance que j'ai eue, c'est de grandir avec ma femme. Donc, elle m'a connu, j'avais rien. Ou lorsque il fallait que j'achète juste des peignes, il fallait que je fasse un rapport au papa. J'ai acheté 15 000 francs peignes. Et chaque fin du mois, il regardait le rapport et dit, bon, c'est bon, faut plus me faire des rapports où tu écris 15, peine 15 000. Je préfère que tu me dises ce que tu as appris et on va te voter un salaire, c'est mieux. Mais évite de me dire tout ce qui se passe chez toi là-bas. Mais effectivement, c'était mes débuts au sein de l'entreprise et elle était à côté de moi. Elle était la comptable. Donc, elle et moi, nous avons appris à travailler ensemble avant qu'elle ne fasse une autre activité. Mais elle est très compréhensive. Hmm. Très compréhensive. Ça, vraiment, je veux que tout le monde l'applaudisse. C'est un Ah. respect mutuel. Elle est là? Madame est là? Oui, je Est-ce pense que, bien. oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Et tu vois, Suleiman juste derrière qui dit c'est ma mère, c'est bien. Merci beaucoup, madame. Hein? Derrière chaque grand homme se trouve Une grande dame. bien. Euh, vous avez reçu une éducation forte de votre père. Le fait de dire déjà que papa, même pour les dépenses domestiques peut-être, il te demandait le rapport. Oui. Comment tu fais toi avec ton fils? Alors, avec le fils, j'essaie autant que possible de lui inculquer des valeurs, même si elles ne sont pas aussi strictes. Parce que pour moi, si il y a toujours une opposition entre certaines personnes qui pensent que qu'il faut qu'on retourne dans les années 80 pour éduquer les enfants de 2025. Je ne pense pas. Je pense que j'ai eu ma période, mais là, aujourd'hui, c'est une autre éducation à l'ère du numérique. Avant, on disait, ne laissez pas les téléphones avec les enfants, mais aujourd'hui, s'ils n'ont pas le téléphone, comment ils vont faire des recherches? Ils vont être en retard. Mais les valeurs, elles restent les mêmes. Et comme le papa l'a dit tantôt, ce fils qui est venu ici, c'est exceptionnel, mais je me revois en fait à mon Ouais, âge, à son âge. ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je vous montre les deux photos, les photos, mes photos à son âge, vous direz qu'on est jumeaux. L'autre est de teint noir et l'autre a pris le teint de sa mère. Et c'est exceptionnel, c'est fou. Tellement le garçon, il est attentif, il est réceptif, il essaie autant que possible d'être au service des autres. Et ça, ce n'est pas un cours que je lui ai donné. Je ne l'ai pas fait asseoir pour lui dire fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais je pense qu'il y a une loi de la programmation. Vos 7 premières années, ce que vous voyez vos parents faire, vous copiez exactement ça. C'est le filtre à travers lequel vous voyez la vie. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et Mais c'est extraordinaire. les psychologues le disent, Ouais. l'éducation, c'est à partir d'une année jusqu'à 7 ans d'un Exactement. enfant. Exactement. On va revenir au livre. Vous avez écrit. Et aujourd'hui, on est tous contents. Mais quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé pour écrire? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? J'imagine que c'est votre première œuvre. Ouais. Donc, comment vous êtes parvenu quand même à écrire? Je pense que j'ai
j'ai effacé 3 fois le livre. Ouais, j'ai commencé quelque chose, je me suis dit non, c'est pas bon. Parce que je suis quelqu'un qui est perfectionniste. Ouais. À chaque fois que je lis et que je trouve qu'il y a des erreurs, je me dis que c'est pas la bonne version. J'ai partagé aussi avec beaucoup d'acteurs qui sont là et que je remercie, qui ont pu jeter un coup d'œil, qui m'ont fait des retours. Mais aussi, ce qui était le plus dur, c'est de me départir de l'écrivain et du fils. Parfois, j'étais trop subjugué. L'émotion, c'est mon père quand même, ou c'est mes frères et sœurs dont je parle. Donc, parfois, je suis trop romantique, je dirais. Donc, il fallait que quelqu'un regarde tout ça et dise non, écoute, je pense que tu es allé trop loin. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Et donc, ces personnes sont là et je pense qu'il faut vraiment qu'on les applaudisse. Est-ce Elles se qu'on peut, reconnaîtront.